Si aujourd'hui, beaucoup de relations sont foireuses, c'est parce que notre société a rendu la qualité relationnelle difficile à produire et aussi très facile à abandonner. On vit dans une époque où le langage s'est terriblement appauvri. On sait même plus dire un besoin, une limite, une déception ou une réparation. Soit c'est flou, soit ça part dans les extrêmes, soit on fuit. Comme dans le monde inversé de Stranger Things, on a inversé les valeurs. La stabilité est devenue ennuyeuse, être sérieux est devenu vieux jeu, les gentils n'ont pas du tout la cote, et les comportements toxiques par contre sont valorisés et très recherchés. On valorise la fausse bienveillance de façade, mais on tolère le mensonge, les non-dits, l'évitement et l'hypocrisie, tant que ça ne fait pas de vagues. C'est comme si on était devenu accro au sensationnel permanent. On cherche des shoots émotionnels plutôt que des liens construits sur des bases solides. Les relations aussi sont devenues un divertissement comme un autre. Ça doit combler, prouver, alimenter des stories, avoir une utilité. Et si la médiocrité relationnelle n'était pas un problème individuel, mais un symptôme profondément politique de la manière dont on vit ensemble aujourd'hui. Salut ici. Je vais être directe. Si aujourd'hui t'as l'impression que le niveau de qualité relationnelle est, comment dire, médiocre, bas de gamme, au rabais, conversation pauvre, silence, disparition, débat intelligent inexistant ou évité, des on se tient au courant que ne tient jamais au courant, on se sait. Ce n'est pas juste que les gens sont trop occupés ou que tu ne tombes pas sur les bonnes personnes ou que c'est la faute à pas de chance. Mon hypothèse, c'est plus simple et plus inquiétant peut-être. Si on vivait dans un système qui fabrique du lien low cost, rapide, remplaçable, flou, creux, jetable, et je te préviens, dans cet épisode, je vais dire des choses que personne n'a envie d'entendre. Pas pour provoquer, pas pour faire la maline, ni pour faire du drama. Parce que si on veut arrêter de répéter les mêmes impasses, faut peut-être arrêter de se raconter des histoires. Point. Alors on va parler de ce que tout le monde excuse, parce que c'est socialement pratique ou banalisé, la lâcheté douce, le flou permanent, l'évitement poli, la flemme relationnelle, la culture du silence et cette hypocrisie tranquille du « je ne veux pas faire de vagues », même quand ça abîme un lien. Et je veux que tu m'entendes bien, je ne suis pas là pour faire la morale. Alors je vais m'appuyer sur des notions de sociologie, de psychologie sociale et comportementale, de systémie ainsi que mes constats et poser des hypothèses. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une lecture. Elle est partielle, je peux me tromper. Donc, fais tes recherches, nuances, contredis-moi si besoin, avec plaisir, et je te mettrai des pistes en description. Mais au moins, faisons une chose que notre époque évite de plus en plus. Nommer ce que l'on voit, sous nos yeux, sans se raconter d'histoire. Parce qu'on ne crée pas des relations de qualité avec des intentions, ni avec des vœux de bonne année. On les crée avec le courage de se regarder en face, de l'humilité, du courage et des actes forts. Allez, on ouvre le dos. Le diagnostic, 5 marqueurs d'un lien low cost. On commence simple. On ne peut pas réparer ce qu'on ne sait pas décrire. Alors, voilà des marqueurs observables. Quand je parle de médiocrité relationnelle, je ne parle pas de gens nuls, ni de jugement moral. Je parle plutôt d'un affaissement du niveau minimal de compétences, de savoir-être dans nos relations au quotidien. Et normalement, on n'a même pas besoin d'un diplôme pour le sentir. On le voit, on le vit, on le subit, tous. Je la reconnais à 5 marqueurs observables. 1. Le langage est pauvre. Beaucoup de gens n'ont plus les mots pour dire un besoin, une limite, une déception, une réparation. Résultat, sans mots, on ne négocie pas, on encaisse, on rumine, on explose ou on disparaît. 2. Le courage relationnel est faible. On fuit les conversations de fond, on fuit la friction et on évite même les débats. Et franchement, parfois on ne sait même plus les tenir. Donc on oscille entre hyper-réactivité et évitement poli. Le grand classique, silence, fuite, puis tout va bien, alors que non. 3. La réciprocité est faible. Petit rappel, un lien, ça circule, ça se nourrit mutuellement. Sauf que, souvent, c'est porté par une seule personne. Tu sais, celle qui relance, qui pense, qui organise, qui tient le truc, pendant que l'autre, se laisse porter. 4. La fiabilité est basse. On promet, on verra, on se tient au courant, je te rappelle, que de disquettes. Et les actes, ils suivent peut-être rarement. Et après, on s'étonne que la confiance devienne une espèce en voie de disparition. 5. L'attention est fragmentée. On parle ensemble, mais on n'est pas ensemble. Les yeux, les notifications, l'esprit ailleurs. Ça se disperse, ça se dilue, vite fait, bien fait. Et je leur dis, c'est pas du reproche, c'est plutôt une conséquence culturelle.
Peu d'éducation à la communication, peu de modèles de réparation, beaucoup de modèles de performance, d'évitement, et une culture du clash qui a remplacé l'art de se parler. Question simple pour toi. Dans tes relations actuelles, lequel de ces 5 piliers est le plus abîmé? L'attention, la réciprocité, la fiabilité, le courage ou le langage? Ou soyons honnêtes, un petit peu tout ça à la fois? On ne sait plus se parler. Le langage relationnel en panne. Avant de parler système, restons sur le vécu brut. Si on n'a plus les mots, on ne peut plus construire. Et là, on touche un truc très simple, mais très profond. Le manque de vocabulaire, le manque de sémantique. Beaucoup de gens disent « je veux me poser, je veux une relation saine, je veux du sérieux, je veux du respect ». Ok, très bien. Mais quand tu demandes « concrètement, ça se voit comment ?» Bah là, ça bégaye. Et ce n'est pas parce que les gens sont idiots, c'est parce qu'on a un vrai appauvrissement du vocabulaire relationnel. En gros, on est un peu en PLS lexical. Et sans langage, on confond tout, mais vraiment tout. On perd même toute nuance. Intensité et anxiété, gentillesse et effacement, paix et évitement, passion et dépendance, amour et attachement, récit et réel, t'as capté. Et on met même des mots prestigieux sur des dynamiques bancales et on appelle ça amour. En psychologie, il y a un concept très utile, la granularité émotionnelle. C'est la capacité à distinguer finement les émotions. Pas juste ça va pas. Mais je suis déçu, je suis inquiet, je suis honteux, je suis frustré, je suis triste et je suis en insécurité. Et plus cette granularité est élevée, plus c'est facile de réguler. Et dans plusieurs études, elle est associée à moins de coping maladaptif et moins de symptômes anxio-dépressifs. Traduction très simple, si tu n'as que 3 mots, ça va pas, je suis saoulé, tu conduis ta vie affective avec un tableau de bord comme qui dirait défaillant. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu réagis au hasard et ensuite tu appelles ça « je suis comme ça » ou « c'est ma nature ». Sans mots précis, tu ne choisis pas, tu répètes. Parce que nommer, c'est déjà reprendre du pouvoir. Quand tu sais dire « je me sens en insécurité » au lieu de « t'es bizarre », tu changes tout. Quand tu sais dire « je suis déçu » ou « j'ai besoin de réparation » au lieu de ghoster, ça change tout. Le langage, ce n'est pas de la poésie, c'est de l'ingénierie relationnelle. Question. Peux-tu nommer 3 conditions concrètes qui rendent un lien vivable pour toi? Et à l'inverse, 3 signaux qui te disent « là ça devient compliqué, voire invivable ». Dire vrai devient risqué. La fabrique de la culture de l'hypocrisie. Quand on manque de mots, on compense souvent par une stratégie simple. Lisser, éviter ou ne pas faire de vagues. Je vais le dire tranquillement, mais on va pas se mentir. Aujourd'hui, être vrai coûte cher. C'est presque comique, parce qu'on vit dans une époque qui adore les grands mots, les grands concepts. Authenticité, transparence, bienveillance, tout ça. Mais dans la vraie vie, on le voit bien, être vrai, c'est souvent terrain miné, hyper risqué. Dire ce que tu penses, on va te coller vite fait, bien fait l'étiquette agressif. Avoir une opinion divergente, ok, tu peux te faire traiter de complotiste. Moi, j'avoue que ça me fait sourire et c'est parfois même presque un compliment. Ça veut juste dire que t'as pensé par toi-même. Dire ce que tu ressens, trop intense, trop sensible. Poser une limite, égoïste, rigide, pisse-froid. Bref, dans beaucoup de milieux, boulot, famille, cercles sociaux, on apprend une règle simple, ne fais surtout pas de vagues. Et ça, ce n'est pas juste une impression, c'est un mécanisme social très bien décrit. Erving Goffman parle de présentation de soi. On gère sa face, on performe, on se met en scène pour rester acceptable. On ne veut pas être celui ou celle qui complique. Alors, on fait quoi? On se lisse, on se filtre, on se rend fréquentable. Et dans les organisations, Morrison et Milliken ont théorisé le silence organisationnel. Les gens se taisent même quand ils voient une dinguerie, un problème, parce que parler est perçu comme dangereux. Et ce qui m'intéresse, c'est la transposition dans l'intime. La même logique opère. Si parler met ta place en danger, dans ton couple, dans ta famille, dans ton groupe, tu la boucles. Tu minimises, tu fais la cool girl, le mec chill, tu te fais tout petit. Bref, tu gères. Et là, on arrive au paradoxe délicieux de l'époque. On valorise la bienveillance, mais parfois, c'est juste une façade pour éviter la vérité. On valorise la gentillesse,
Mais parfois, c'est une stratégie hyper foireuse pour rester tolérable et ne surtout pas être rejeté. Sauf que le coût psychique de l'effacement, lui, il est énorme. Tu perds ton axe, tu ne sais plus ce que tu veux, tu ne sais plus ce que tu penses vraiment, tu accumules du ressentiment. Tu peux même devenir passif-agressif parfois même sans t'en rendre compte. Et tu perds le désir, parce que le désir a besoin de présence et pas d'un personnage social. Je nuance évidemment, le silence peut être délicatesse, timing, prudence, bienséance aussi. Mais quand il devient une norme systémique, ce n'est plus de la délicatesse. Le silence protège l'image, certes, mais à mon sens, il détruit la vérité du lien. Et toi, qu'est-ce que tu tais pour rester facile à aimer et qui te fait disparaître à petit feu? On se raconte, on ne répare plus, aka l'infantilisation relationnelle. On vit dans une époque où l'on sait parler de soi, se mettre en scène sur les réseaux, afficher son couple, son intimité, mais où l'on sait de moins en moins se transformer et prendre ses responsabilités. On sait raconter son trauma, on sait expliquer son style d'attachement, on sait faire des autodiagnostics TikTok, mais le passage à l'acte, répondre, clarifier, réparer, tenir parole, devient si rare. Comprendre son histoire ne suffit pas à devenir adulte. La maturité relationnelle commence là où je fais 3 choses simples mais ultra exigeantes. Je réponds, je clarifie et je répare. Pas quand j'en ai envie, pas quand j'ai le temps, mais quand c'est nécessaire. Et j'insiste, ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de responsabilité. On vit dans une société infantilisante qui encourage le confort immédiat, la gratification rapide. Or, le lien adulte demande parfois de supporter l'inconfort, dire un non ferme, entendre un non ferme, négocier, décevoir, et ça, sans détruire. Dans tes liens, est-ce que tu expliques ou justifies beaucoup, ou est-ce que tu poses des actes? On n'a plus l'énergie. Une société indisponible aux liens. La qualité relationnelle, c'est aussi une question de ressources, d'énergie et de temps. Et on vit dans une époque qui exige une chose en continu, fonctionner, tenir, produire, s'adapter, faire comme si tout allait bien. Le mode « ça va » permanent, alors que, bon, non. Allez, quelques chiffres parce que sinon on va rester dans le ressenti et après on va nous dire « c'est juste dans ta tête ». En France, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps complet est d'environ 38,8 heures, comme ça. Et chez les indépendants à temps complet, on est sur une moyenne de 47,2 heures si je ne m'abuse. Et je ne te parle même pas des chefs d'entreprise, tous secteurs confondus. Là, à mon avis, on est sur un espèce de hors-catégorie d'extra-zinzin. Et ça, c'est juste le travail officiel. Après, tu rajoutes à ça les trajets, l'administratif, la logistique, les enfants, la charge mentale, la santé, le sport quand on essaye, la vie sociale quand on essaye aussi, et le sommeil, qu'on rogne comme si c'était optionnel. Et quand tu mets tout bout à bout, la relation, elle n'a pas de créneau noble. Elle arrive après tout, quand il reste peut-être des miettes. En gros, c'est comme si on demandait aux relations de survivre dans les miettes de la semaine. Et c'est là que je trouve notre époque particulièrement malhonnête. On demande aux gens d'être des travailleurs efficaces, des parents présents, des individus performants, des citoyens informés, éclairés, et en plus, des amants profonds, disponibles, joyeux, sexy, inspirés. Mais avec quel carburant, les gars? Et ça a un effet très direct. Quand l'énergie baisse, la qualité baisse aussi. Et on ne devient pas mauvais, on ne devient pas nul, mais on devient juste limité. Limité en curiosité, limité en patience, limité en écoute et aussi limité en nuances. Et après, on s'étonne que les liens deviennent secs, courts, automatiques, mécaniques. Question pour toi. Si tes relations recevaient autant de sérieux que ton travail, qu'est-ce qui pourrait changer dès cette semaine? Vite, toujours plus vite. L'urgence comme régime social. On ne vit pas seulement dans une société occupée, on vit dans une société organisée autour de l'urgence. Le sociologue Hartmut Rosa parle d'accélération sociale, un régime où tout doit aller plus vite, tout le temps, plus vite produire, plus vite répondre, plus vite s'adapter, plus vite se réinventer, même plus vite se remettre après une rupture, comme si on avait une deadline. Et ce n'est pas un choix individuel, c'est une norme collective. Et ce régime crée un truc très particulier que tout le monde ressent.
Le sentiment chronique d'être en retard sur sa propre vie. Toujours en train de rattraper un message, un projet, une version améliorée de soi, et parfois même un retard affectif. Et dans ce climat, s'arrêter, ralentir, prendre le temps, ça devient même presque suspect. Ralentir, c'est comme décrocher. Stabiliser, c'est comme se fermer des portes. Donc on reste en mouvement, vite. Et beaucoup sont dans une sorte de fuite en avant, même quand ils sont vides. Et le problème, c'est que une relation, elle a besoin de l'inverse, de durée, de répétition, d'une forme de prévisibilité minimale. Sinon, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité, pas de confiance. Et sans confiance, pas de profondeur. Alors voilà pourquoi l'urgence est un poison relationnel. Elle te pousse à remettre à plus tard ce qui demande du temps. Les conversations longues, les clarifications, les excuses sincères, les réparations. On reste entre deux eaux, en attendant un meilleur moment. Sauf que ce meilleur moment, il n'arrive jamais. Et c'est pour ça que ralentir est si difficile. Ralentir dans un monde qui accélère, c'est pas juste une décision perso, c'est une sorte de prise de risque social. Et ralentir, ça veut dire répondre moins vite, mais répondre mieux. Choisir plutôt que de multiplier. Approfondir plutôt que de zapper. Et ça, clairement, ça va à contre-courant. Alors non, ce n'est pas que les gens ne sont plus capables d'aimer proprement, sincèrement. C'est peut-être aussi qu'ils vivent et se suradaptent dans un régime temporel qui empêche l'amour, le soin, l'attention de se déposer réellement. Question. Dans ta vie, qu'est-ce que tu fais vraiment, lentement, avec présence, avec conscience? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu fais en mode vite, y compris dans tes relations? Absence de cadre, des liens sans gravité, facile à jeter. Alors quand on vit dans l'urgence permanente et que quand les gens n'ont plus d'énergie, ils cherchent des stratégies de survie, simples. Et la plus répandue aujourd'hui, soyons honnêtes, c'est l'évitement. On esquive, on lisse, on reporte, parfois on fait le mort. Ce qui nous amène à une mécanique énorme, mais peu nommée aujourd'hui, l'effondrement des cadres et du collectif. Pendant longtemps, le lien était soutenu par des structures, pas parfaites, on s'entend, parfois oppressives, clairement, mais structurantes. Communauté, voisinage, rites, famille, religion, morale, institution, habitudes collectives. Et du coup, même quand t'avais une semaine hyper chargée, la vie t'obligeait à recroiser les gens, à réparer, à tenir un minimum ton personnage social, si je puis dire. Parce que tu existais dans un tissu social, dans une communauté. Et surtout, il y avait une mémoire. Tu ne pouvais pas juste disparaître comme ça en mode fumée, magique. Et si tu partais en vrille, il y avait toujours quelqu'un pour te rattraper par le callback. Ok, pas forcément avec douceur, mais ça recadrait. Ça te rappelait que tu n'étais pas seul au monde et que tu devais des comptes. Aujourd'hui, beaucoup de liens sont devenus, privatisés. Le couple est devenu un micro-état émotionnel. L'amitié est devenue un supplément quand on a le temps. Et la famille est devenue un fil WhatsApp avec 3 emojis et un on se capte vite. Et le collectif, il est plutôt fragile, fragmenté, voire optionnel. Conséquence directe, la qualité relationnelle repose presque entièrement sur la motivation individuelle. Or, la motivation, ce n'est pas un socle stable. C'est contextuel, c'est fluctuant, c'est capricieux. Et ça s'effondre au premier stress, au premier épuisement et à la première contrariété. Et c'est là que naît la consommabilité. Si je n'ai pas d'écosystème commun avec toi, pas de lieu, pas de gens, pas d'habitudes partagées, je peux disparaître sans coup. Ni vu ni connu. Pas de sanctions sociales, pas de rite de préparation, pas de « viens on parle » et pas de rattrapage par le callback. À rien, walou. Donc le lien devient jetable dans le plus grand des calmes. Et observons un petit truc. Quand il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de densité relationnelle. Plus rien ne te retient, plus rien ne t'oblige à faire les choses bien. Alors oui, c'est plus libre, si je puis dire, mais c'est aussi plus précaire. Question concrète. Quels cadres soutiennent les liens aujourd'hui? Rituel, temps fixe, communauté, engagement, ou seulement de la bonne volonté et des messages quand t'as le time, bien sûr. Quand le lien devient pansement et l'autre une option. Ok, là on arrive vraiment au cœur du sujet. Et on l'a probablement tous fait au moins une fois. Entrer en relation pour combler, pour ne pas être seul, pour tenir, pour meubler, pour avoir quelqu'un plutôt que personne.
Hypothèse simple. Aujourd'hui, beaucoup de relations ne sont pas pensées pour être construites, elles sont pensées pour soulager, divertir, un peu à la manière d'un pansement social. Donc oui, ça donne des élans et des comportements très banals, comme voir quelqu'un pour ne pas passer encore une soirée seul chez soi. Aussi, parler et répondre à quelqu'un juste parce que ça occupe. Ou encore garder un lien parce que c'est mieux que rien, en attendant de trouver mieux. C'est dur, mais c'est humain. Mais c'est là que le glissement commence. Quand une relation sert surtout à anesthésier la solitude, l'angoisse, le vide, bien, un pansement soulage, mais il ne construit pas. Il ne construit rien. Et le piège est redoutable parce que ça ressemble vraiment à de la vie sociale. Il y a des messages, des sorties, un peu de chaleur, un peu de sympathie. Mais dès que ça demande un choix clair, une continuité, une responsabilité et de la considération réelle, eh bien, il n'y a plus personne. Parce que le lien n'était pas fait pour tenir, il était fait pour remplir, pour combler, pour tromper la solitude. Et ça, c'est le symptôme intime. Mais maintenant, regardons le cadre plutôt global dans lequel tout ça se manifeste. On vit dans une société qui a transformé presque tout en produit. Le temps, l'attention, le corps, l'image, le désir, nos émotions. Et sans s'en rendre compte, on a importé ce logiciel dans l'intime. Alors l'autre devient peu à peu optionnel. Je prends ta présence quand ça m'arrange. Je prends ton écoute quand j'en ai besoin. Je prends ton énergie, ton corps, ton attention. En gros, je prends ce qu'il y a à prendre. Par contre, je laisse de ce côté ce qui coûte. Répondre, clarifier, assumer, réparer, m'investir, donner et rendre en retour. Le drame moderne, c'est qu'on se rend tous interchangeables. Et c'est comme ça que la médiocrité relationnelle s'installe dans le plus grand des calmes. Pas dans les grandes violences, mais dans les micro-négligences, dans le flou, dans les non-réponses, dans les silences, dans les fuites, dans les petites lâchetés banalisées, dans les « je verrai » qui veulent dire « je ne te considère pas assez pour décider de suite », dans les « on ne se doit rien ». Mais là, je veux aller plus loin, parce qu'il y a un truc essentiel qui, à mon sens, on ne dit pas assez. La considération de l'autre commence toujours par un minimum de recul sur soi. Parce que quand on est recroquevillé sur sa propre souffrance, quand on est saturé, frustré, blessé, confus sur ses propres blocages ou échecs, quand on subit sa vie, quand on survit plus qu'on ne vit, eh bien, il devient très difficile de considérer quelqu'un d'autre que soi. Pas par égoïsme, mais surtout par manque d'espace intérieur. Ok, cela n'excuse rien, je suis d'accord, il y a un minimum. Mais on ne considère pas bien quand on est à l'étroit en soi. Le manque de considération n'est pas seulement un problème moral, c'est un symptôme. Un symptôme de fatigue psychique, de blessures non regardées, de solitude non digérée, de confusion intérieure, parfois d'aigreur, de frustration intense. Et parfois, il faut le dire clairement, ça demande beaucoup de courage et de l'humilité pour s'arrêter et de reconnaître que là, je ne vais pas bien. Là, je n'ai pas la disponibilité. Là, je suis en boucle. Là, j'ai besoin d'aide, etc. Parce qu'on ne crée pas de lien juste quand on fait semblant que tout va bien. Alors, je pose une boussole, une seule. Une relation qui vaut quelque chose, elle fait au moins 3 choses. Elle connecte. Tu te sens rejoint, compris, vu, écouté, et pas juste distrait. 2, elle te fait grandir. Tu deviens plus clair, plus responsable, plus adulte. Elle te fait te poser des questions utiles et tu te remets en question sérieusement. 3, elle t'ancre. Tu peux te poser, tu peux être 100% toi-même, même dans les moins bien, parce qu'il y a de la fiabilité. Et ce qui rend tout ça possible, c'est la considération. Et la considération, ce n'est pas une émotion, c'est une position intérieure et c'est aussi une posture à l'autre. Et je te laisse avec ces 2 questions avant de nous quitter. Dans tes relations, c'est quand la dernière fois que tu t'es sincèrement intéressé à l'autre ? Pas par intérêt, pas juste pour le pécho, mais parce que tu t'es ouvert au monde de l'autre. Et ces dernières semaines, combien de liens ont été juste là pour te divertir, pour passer le temps, pour tromper la solitude ? Alors tout ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas la vérité sur la médiocrité relationnelle, ok ? C'est une lecture des hypothèses, des angles, partiels, situés, discutables, certes. Et c'est important que je le dise parce qu'on vit dans une époque qui confond souvent avoir un avis et détenir le réel.
Et moi, je ne veux pas jouer à ça. Et j'aurais pu ouvrir 1000 autres tiroirs. Les écrans, par exemple. Mais honnêtement, tout le monde sait. On a déjà le diagnostic. On manque surtout de lucidité et de décision, à mon sens. J'aurais pu parler de l'économie aussi, de la précarité, de la fatigue mentale et de l'anxiété diffuse. J'aurais pu parler aussi de la disparition de certains cadres symboliques et spirituels et de ce que ça fait aussi à nos repères, à nos limites et à notre capacité à tenir. J'aurais pu parler aussi de la polarisation homme-femme, le féminisme de l'extrême, la masculinité toxique, la surenchère, le ressentiment, et comment ça brouille le désir, la confiance, et même la simple possibilité de se rencontrer sans soupçon permanent. Parce que oui, nos relations sont politiques, au sens, elles sont fabriquées par une époque et tout un système. Elles montrent ce qu'on tolère, ce qu'on normalise, ce qu'on fuit, et parfois ce qu'on n'arrive plus à réparer. Donc mon intention, c'est d'ouvrir la discussion. Alors, je veux que tu m'écrives en commentaire quelle est, selon toi, la pièce manquante, le facteur que personne n'ose nommer, et toi, qu'est-ce qui te dérange vraiment dans cette société, dans ce que tu vis, dans ce que tu observes. Et dis-moi aussi ce que tu veux pour le prochain épisode. Quel sujet, quels angles tu veux que je creuse? Quelle zone grise de nos relations tu veux qu'on mette en lumière ensemble? On a besoin de recommencer à penser nos relations collectivement, pas en slogan, pas en citation Instagram, en conscience et en adulte. À toi. Bisous.